Les avoirs ont été gelés. 113 noms sont tombés d'un coup. Propriétés scellées, voyages suspendus, banques obéissantes. L'État a dit sécurité, pas vengeance. Et l'argent est devenu une preuve de menace, sans délai judiciaire, sans arrangement discret, tout à visage découvert. Mais si la peur change de camp, qui contrôle encore le récit quand Ibrahim Traoré affirme que les intouchables ne le sont plus? Derrière ces gels, une mécanique plus vaste apparaît, intérieure et transnationale, jusqu'à frôler l'idée d'un assassinat et d'un renversement d'État. Cette séquence ne promet pas un récit spectaculaire, mais une lecture précise des enjeux réels. En suivant les faits exposés par les autorités, il s'agit de comprendre comment une décision administrative a déplacé le centre de gravité de la crise, de la rue vers les circuits financiers et médiatiques. L'enjeu n'est pas seulement la survie d'un pouvoir, mais la définition même de la souveraineté dans un contexte où l'influence agit sans char ni frontières visibles. Pour le public, l'intérêt est concret, saisir pourquoi certaines élites ont été visées, comment un complot peut se structurer dans l'ombre, et ce que cela change pour la sécurité quotidienne, la confiance institutionnelle et la cohésion sociale. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme une figure isolée, mais comme le point de fixation d'un bras de fer entre deux modèles, celui de l'impunité héritée et celui d'un État qui affirme se défendre publiquement. Ce cadre permet aussi d'évaluer les risques, escalade interne, pressions extérieures ou consolidation d'un nouveau rapport entre pouvoir et population. C'est cette balance, instable et décisive, qui guide la suite de l'analyse. Plus de 113 noms ont été ciblés et des dizaines de millions de dollars auraient été mobilisés selon les services financiers. En quelques jours, le gel des avoirs a interrompu des flux qui soutenaient une opération préparée sur le temps long. Ce double chiffre a servi de révélateur. Ce qui paraissait disparate a soudain pris la forme d'un système cohérent, reliant finance, influence et sécurité. Le contexte éclaire ce basculement. Le Burkina Faso ne faisait pas face à une crise improvisée, mais à une accumulation de signaux faibles longtemps sous-estimés. Des attaques violentes semblaient isolées, des campagnes médiatiques paraissaient opportunistes, des rivalités politiques restaient feutrées. L'enquête, telle que présentée par les autorités, a rassemblé ces éléments en une seule chaîne causale. D'abord, l'argent, fragmenté et mobile, circulait à travers des sociétés écrans et des comptes dissimulés. Ensuite, l'influence, via certains relais médiatiques et des récits préparés, visait à installer le doute sur la stabilité du pouvoir. Enfin, la pression sécuritaire, par des actions violentes ciblées, devait saturer l'État et épuiser ses capacités de réponse. Dans cette lecture officielle, la menace n'était pas extérieure au sens classique. Elle venait d'acteurs connaissant parfaitement les rouages administratifs, militaires et psychologiques du pays. Cette proximité rendait le danger plus grave car elle permettait d'agir sans visibilité immédiate. L'objectif n'était pas une victoire militaire rapide, mais un affaissement progressif de la cohésion nationale. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans le récit. Son arrivée au pouvoir avait déjà rompu avec des équilibres anciens et cette rupture aurait accéléré la confrontation. Le gel des avoirs n'a pas seulement stoppé des paiements, il a exposé la dépendance du complot à des ressources financières continues. Lorsque ces flux se sont arrêtés, la coordination s'est fissurée, révélant la vulnérabilité d'un projet présenté comme sophistiqué. Ce mini-révélateur pose alors une question centrale. Si l'argent structure désormais la menace, la défense de l'État peut-elle se jouer ailleurs que sur le terrain militaire? Pour comprendre l'effet immédiat de cette séquence, il faut quitter l'abstraction des réseaux et regarder les réactions concrètes. Les noms cités n'étaient pas marginaux.
Ils appartenaient à des figures longtemps perçues comme respectables, parfois protectrices, souvent intouchables. Leur mise en cause a fonctionné comme un choc cognitif. Dans les quartiers, les discussions se sont déplacées des rumeurs vers les mécanismes. Dans les casernes, la vigilance a remplacé l'attentisme. Dans les administrations, la frontière entre routine et sécurité s'est resserrée. Un personnage guide émerge alors, non pour incarner un culte, mais pour servir de point de référence. Ibrahim Traoré est présenté par ses partisans comme celui qui a accepté de franchir une ligne que d'autres évitaient. Cette lecture explique l'impact précoce observé. La croyance selon laquelle la richesse protège a vacillé. Lorsque des comptes sont gelés sans délai et que des propriétés sont scellées publiquement, l'autorité cesse d'être symbolique pour devenir opérationnelle. L'effet ne s'est pas limité aux élites visées. Pour des citoyens ordinaires confrontés à l'insécurité et à l'inflation, la séquence a créé un contraste brutal. D'un côté, des millions accusés d'alimenter le chaos, de l'autre, une population sommée de résister avec peu de moyens. Cette asymétrie a renforcé l'adhésion à l'idée que la menace n'était pas seulement armée, mais financière et narrative. L'impact précoce tient aussi à la visibilité choisie. Les autorités ont exposé les mécanismes, expliqué les liens, nommé les soupçons. Ce choix a déplacé la peur. Il n'a pas supprimé le risque, mais il a modifié la perception collective. La souveraineté ne se défend pas seulement aux frontières, elle se défend dans les banques, les médias et les procédures. Gardons en tête que lorsque l'intouchable devient vulnérable, le rapport de force change. La séquence s'est enclenchée sans annonce spectaculaire. D'abord, une série de décisions administratives ciblées, gel de comptes, scellé de propriété, suspension d'autorisation de voyage. Ces actes ont constitué le déclencheur. Ils ont rompu un équilibre tacite où la puissance financière servait de bouclier. En traitant l'argent comme un vecteur de risque, l'État a déplacé la confrontation du champ politique vers l'infrastructure même du complot présumé. Le mouvement a rapidement atteint son point de tension. Les banques ont exécuté les ordres sans délai, les circuits de paiement se sont interrompus et les intermédiaires ont cessé de répondre. Ce moment a fait basculer la dynamique. Selon la lecture officielle, la coordination reposait sur la continuité des flux financiers. Une fois cette continuité brisée, les relais se sont fragilisés. Les communications chiffrées, les réunions hors du pays et les campagnes médiatiques prévues ont perdu leur cadence. La machine, conçue pour durer, a calé avant son passage à l'acte. Le rôle attribué à Ibrahim Traoré apparaît ici comme un accélérateur. Son arrivée au pouvoir avait déjà modifié les attentes, mais cette séquence a marqué un tournant. Les autorités ont présenté les mesures non comme une réaction émotionnelle, mais comme l'aboutissement d'une enquête progressive. Cette mise en récit a servi à justifier la fermeté tout en préparant l'opinion à une confrontation prolongée. La menace n'était plus décrite comme diffuse, mais comme structurée, financée et soutenue au-delà des frontières. Les répliques ont été immédiates. Dans l'espace public, la révélation des montants évoqués et des noms cités a provoqué une indignation large. La colère ne portait pas seulement sur l'existence d'un complot, mais sur son financement présumé, alors que la population subissait insécurité et précarité. Dans les forces de sécurité, la compréhension d'une stratégie visant à saturer et épuiser l'État a renforcé la vigilance. La violence n'était plus perçue comme un chaos aléatoire, mais comme un outil intégré à une manœuvre plus vaste. Les ondes de choc se sont aussi propagées à l'extérieur. Les références à des soutiens étrangers, même indirects, ont replacé le Burkina Faso dans un jeu d'influence plus large. Sans chars ni déclaration de guerre, la pression passait par l'argent, les récits et le temps. En exposant cette mécanique, les autorités ont cherché à briser l'effet de surprise.
Cette phase de réplique n'a pas clos la crise, elle a redéfini le terrain. Le conflit n'opposait plus seulement des acteurs armés et l'État, mais deux conceptions du pouvoir. L'une fondée sur l'ombre et la patience financière, l'autre sur la visibilité et la rupture assumée. Avant les gels, les flux financiers circulaient sans rupture. Après, ils se sont presque immédiatement taris. Cette bascule, décrite par les autorités, sert de point de départ pour lire les chiffres avancés et leur portée réelle. Les données ne sont pas présentées comme des preuves isolées, mais comme des indicateurs de fonctionnement d'un système. D'abord, un repère chiffré s'impose. 113 noms ont été visés lors de la phase initiale. Ce volume suggère une action coordonnée touchant plusieurs niveaux de pouvoir. Ce nombre n'indique pas une rafle arbitraire, mais l'étendue d'un réseau présumé reliant anciens responsables politiques, militaires, acteurs économiques et médiatiques. En gelant simultanément leurs avoirs, l'État a cherché à éviter l'effet de contournement où certains relais compenseraient les autres. L'objectif affiché était la paralysie, pas la dissuasion symbolique. Puis, un autre repère vient compléter l'image. Plus de 28 millions de dollars auraient été mobilisés pour l'opération globale. Le montant illustre une capacité logistique incompatible avec une initiative improvisée. Selon les services financiers, ces fonds auraient servi à des fonctions multiples: soutien logistique, corruption ciblée, achat d'armes et financement de campagnes d'influence. Ce chiffre n'est pas présenté comme une estimation isolée, mais comme la somme de flux fragmentés, rendant leur traçabilité difficile. C'est précisément cette fragmentation qui, une fois exposée, a permis d'argumenter en faveur des gels rapides. Enfin, un dernier repère vient refermer ce triptyque. Plus de 60 suspects ont été arrêtés ou placés sous enquête lors de la première phase judiciaire. Ce seuil indique une judiciarisation rapide et visible du dossier. Ce passage à l'appareil judiciaire a marqué un changement de registre. La crise n'était plus seulement sécuritaire, elle devenait procédurale. Les autorités ont insisté sur la publicité des audiences et l'examen méthodique des éléments, cherchant à transformer des soupçons en dossiers structurés. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une trajectoire. Ils montrent comment une menace présentée comme diffuse a été requalifiée en architecture financière et humaine. Le gel des avoirs n'a pas été décrit comme une fin, mais comme un levier. Lorsque les paiements se sont arrêtés, la coordination a perdu sa cohérence et la violence a cessé d'apparaître comme autonome. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré sert de point d'ancrage politique. Les autorités ont associé ces chiffres à une volonté affichée de rompre avec l'impunité en répétant que le statut social ne devait plus influer sur la procédure. Cette articulation entre données financières et discours politique vise à créer une légitimité par la transparence. Cependant, ces chiffres ne closent pas le débat. Ils posent une limite claire. La quantification éclaire les mécanismes, mais elle ne garantit pas l'adhésion durable. La question centrale devient alors celle de l'après. Une fois les flux coupés et les dossiers ouverts, comment éviter que d'autres circuits émergent, plus discrets encore, pour reproduire le même schéma? Les critiques les plus structurées avancent d'abord un premier argument: toucher aux élites financières et médiatiques créerait plus d'instabilité que de sécurité. Selon cette lecture, le gel massif des avoirs risque de fragmenter les alliances internes, de pousser certains acteurs vers la clandestinité et d'exposer le pays à des représailles indirectes. En affaiblissant des pôles d'influence établis, l'État ouvrirait un vide que des réseaux encore plus opaques pourraient occuper, rendant la menace plus difficile à détecter et à contenir. Un second argument insiste sur le risque juridique et politique. L'accélération des procédures, la visibilité médiatique et l'usage de juridictions spéciales seraient perçus comme une confusion
entre impératifs sécuritaires et garanties institutionnelles. Dans ce cadre, les opposants estiment que la légitimité internationale du Burkina Faso pourrait être fragilisée, alimentant des pressions extérieures et réduisant les marges de manœuvre diplomatiques. Le coût à moyen terme dépasserait alors le bénéfice immédiat des gels. La réponse des autorités s'appuie sur des éléments tirés du dossier lui-même. Premièrement, elles soutiennent que l'inaction aurait eu un coût supérieur. Les enquêtes financières décrivent une menace fondée sur la continuité des flux et sur la patience stratégique. Laisser ces flux actifs aurait permis une adaptation progressive du réseau sans rupture nette. En ce sens, la simultanéité des mesures est présentée comme un choix défensif destiné à empêcher la recomposition rapide des relais. Deuxièmement, le passage rapide au judiciaire est défendu comme un moyen de limiter l'arbitraire. En exposant les procédures, les preuves et les chefs d'accusation, l'État affirme vouloir déplacer le débat du registre émotionnel vers celui de la responsabilité formelle. Cette visibilité est censée réduire les rumeurs et circonscrire le conflit à des faits examinables. Dans cette réponse, la figure d'Ibrahim Traoré est mobilisée non comme un argument d'autorité, mais comme un symbole de rupture avec une pratique antérieure d'opacité. La ligne défendue est simple. Face à une menace financière et narrative, la neutralisation doit être rapide, documentée et assumée. Reste une tension non résolue. Cette stratégie peut-elle se maintenir sans éroder à terme les équilibres qu'elle cherche à protéger? Cette phrase courte résume le basculement central de la séquence. Jusqu'ici, la crise était lue comme une accumulation de menaces extérieures, diffuses et incontrôlables. Le gel des avoirs a inversé cette perception. Pour la première fois, selon le récit officiel, la vulnérabilité ne se situait plus du côté de l'État, mais chez ceux qui misaient sur la durée, la discrétion et l'épuisement progressif des institutions. Ce point médian révèle un changement de logique. La confrontation ne se jouait plus uniquement sur la capacité à contenir la violence, mais sur l'aptitude à exposer ses ressorts cachés. L'argent, longtemps perçu comme un signe de respectabilité, est devenu un facteur d'exposition. Les comptes bloqués ont montré que la puissance financière pouvait être surveillée, tracée et neutralisée. Cette visibilité a rompu un réflexe ancien d'intouchabilité. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme le catalyseur d'un déplacement du rapport de force. Non parce qu'il incarnerait seul la réponse, mais parce que son nom cristallise la rupture assumée avec une gestion silencieuse des crises. Le choix de la lumière, des annonces publiques et des procédures visibles a transformé la nature du risque. Il ne s'agissait plus seulement d'éviter un coup d'État, mais de démontrer qu'un modèle fondé sur l'ombre pouvait être mis à nu. Ce midpoint n'annonce pas une victoire définitive. Il marque une clarification. Désormais, toute tentative de déstabilisation doit compter avec un État prêt à déplacer le combat sur le terrain financier et narratif. Les effets de cette séquence ne se sont pas limités au cercle directement visé. Ils se sont diffusés de manière inégale mais tangible à travers plusieurs groupes clés, révélant comment une décision financière peut reconfigurer des équilibres sociaux et politiques. Pour l'État et les institutions, la conséquence immédiate a été un gain de lisibilité. En gelant les avoirs et en rendant publiques les procédures, les autorités ont repris l'initiative narrative. La crise n'était plus seulement subie, elle était cadrée. Cette reprise de contrôle a renforcé la cohérence interne entre services financiers, sécurité et justice. Toutefois, elle a aussi accru l'exposition internationale du pays en plaçant ses choix sous un regard extérieur plus attentif. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré est devenu indissociable de cette ligne. Assumer la visibilité comme outil de défense
avec les coûts diplomatiques que cela peut impliquer. Pour les acteurs économiques et médiatiques, le signal a été plus dissuasif que punitif. La mise en cause de figures influentes a rappelé que la proximité avec le pouvoir ou avec des réseaux étrangers ne garantissait plus l'immunité. Cette rupture a introduit une incertitude nouvelle. Certains acteurs ont adopté une posture d'attente, d'autres ont cherché à se distancier de toute implication politique visible. L'effet global a été un resserrement de l'espace de manœuvre informel où l'influence circulait auparavant sans traçabilité claire. Du côté des forces de sécurité, la conséquence a été surtout psychologique et opérationnelle. Comprendre que la violence pouvait être instrumentalisée par des circuits financiers a modifié la lecture du terrain. Les attaques n'étaient plus perçues comme des événements isolés, mais comme des éléments d'une stratégie de saturation. Cette prise de conscience a renforcé la coordination et la vigilance en reliant actions militaires et suivi des flux financiers. La défense n'était plus uniquement armée, elle devenait systémique. Pour la population, enfin, l'impact a été le plus sensible. Les révélations sur les montants mobilisés et sur l'implication présumée d'élites ont suscité une indignation large. Dans un contexte d'inflation et d'insécurité, l'idée que des ressources importantes auraient dû servir à déstabiliser le pays de l'intérieur a créé un sentiment de ligne morale franchie. Les manifestations de soutien observées ont moins défendu un individu qu'un principe, celui d'une justice appliquée sans distinction de statut. Ces conséquences, prises ensemble, dessinent un paysage transformé. Elles ne garantissent ni stabilité durable, ni consensus total. Elles montrent cependant qu'une décision ciblée peut produire des effets en cascade, redéfinissant les attentes et les peurs. La question reste ouverte. Ce nouvel équilibre peut-il tenir face au temps et aux pressions extérieures? À moyen terme, l'évolution de la situation peut être lue à travers trois trajectoires distinctes. Elles ne sont pas des prédictions, mais des cadres d'analyse permettant de mesurer les risques et les leviers disponibles dans un horizon de 6 à 12 mois. Le scénario de base repose sur une stabilisation tendue, les procédures judiciaires se poursuivent, les réseaux financiers restent sous surveillance et la pression sécuritaire demeure élevée sans basculement majeur. Dans cette hypothèse, l'État consolide ses outils de contrôle tout en faisant face à des tentatives de contournement plus discrètes. L'enjeu principal devient l'endurance administrative et politique. Maintenir la cohérence entre justice, finance et sécurité sans épuiser les ressources ni l'adhésion sociale. Ce scénario suppose une continuité dans la ligne actuelle incarnée par Ibrahim Traoré avec un coût constant mais maîtrisé. Le scénario optimiste envisage une consolidation plus profonde. Les enquêtes aboutissent à des décisions judiciaires perçues comme légitimes, réduisant l'espace de manœuvre des réseaux accusés. La visibilité des procédures crée un effet dissuasif durable et la coopération institutionnelle s'améliore. Dans ce cadre, la pression extérieure diminue à mesure que la lisibilité interne augmente. La sécurité ne s'améliore pas brutalement, mais la perception de maîtrise progresse. Ce scénario repose sur une condition clé, la capacité à transformer une séquence exceptionnelle en règle stable sans dépendre uniquement de décisions d'urgence. Le scénario dégradé anticipe une recomposition de la menace. Face au gel et aux arrestations, certains acteurs pourraient déplacer leurs opérations vers des circuits encore plus opaques à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Les pressions diplomatiques s'intensifieraient et la polarisation interne pourrait s'accentuer. Dans cette hypothèse, la visibilité initiale deviendrait un point de vulnérabilité, exposant l'État à des récits concurrents et à une fatigue sociale progressive. Ces trois scénarios partagent une leçon commune.
Si la réponse se limite à l'urgence, elle risque de s'éroder. Si elle s'inscrit dans une logique conditionnelle, si les mécanismes restent transparents, alors la confiance peut se maintenir. Elle ouvre un espace de consolidation. La question n'est donc pas seulement laquelle de ces trajectoires se réalisera, mais quelle capacité collective permettra d'en orienter l'issue. À ce stade, l'analyse cesse d'être abstraite et rejoint l'expérience quotidienne. Pour de nombreux citoyens, la séquence décrite n'est pas un débat institutionnel lointain, mais une réalité qui influe sur la sécurité, le travail et la confiance. Les décisions financières prises au sommet se traduisent, en aval, par des contrôles renforcés, des discours plus fermes et une attention accrue portée aux récits qui circulent. Pour ceux qui vivent dans des zones exposées à l'insécurité, la relecture des violences comme outil stratégique modifie la perception du risque. Comprendre que certaines attaques visent d'abord à épuiser mentalement et non à conquérir durablement peut redonner une forme de lisibilité. Cette clarté n'efface pas la peur, mais elle permet de distinguer menaces réelles et amplification narrative. Pour les acteurs économiques ordinaires, commerçants, agriculteurs ou travailleurs indépendants, l'enjeu est différent. La mise en cause d'élites longtemps protégées suggère que des règles peuvent changer. Cette perspective est ambivalente. Elle peut susciter de l'espoir en voyant l'impunité remise en question, mais aussi de l'incertitude face à un environnement perçu comme plus strict et plus surveillé. Chez les jeunes et les étudiants, la séquence agit surtout sur le sens. Le débat ne porte plus uniquement sur un dirigeant ou une crise ponctuelle, mais sur la possibilité d'un État qui se défend ouvertement. Le nom d'Ibrahim Traoré apparaît alors comme un repère générationnel, associé à une rupture avec des pratiques jugées héritées. Dans ce contexte, l'impact sur le spectateur se joue à un niveau simple. Observer les faits, vérifier les sources, résister aux récits simplificateurs sont des gestes modestes, mais décisifs. Ils conditionnent la capacité collective à ne pas confondre fermeté et arbitraire, vigilance et peur. C'est dans ces choix quotidiens, discrets, que se mesure la solidité de la séquence en cours. À partir de cette séquence, les autorités ont esquissé une feuille de route qui se veut progressive plutôt que spectaculaire. Elle repose sur plusieurs leviers clairement identifiés, chacun associé à un objectif mesurable. Le premier levier est judiciaire. Il consiste à poursuivre les procédures engagées jusqu'à leur terme en évitant les annonces prématurées. L'enjeu n'est pas la rapidité symbolique, mais la solidité des dossiers, afin que les décisions rendues résistent au temps et aux contestations. Le deuxième levier est financier. Les gels d'avoirs sont présentés comme un point de départ, non comme une finalité. Le travail annoncé porte sur la traçabilité durable des flux, la surveillance des sociétés écrans et la coopération entre services spécialisés. Cette étape vise à empêcher la reconstitution de circuits parallèles, plus discrets mais tout aussi efficaces. La réussite se mesurerait à la continuité du contrôle, pas à l'ampleur des montants bloqués. Un troisième levier est sécuritaire mais redéfini. Il ne s'agit plus seulement de répondre aux attaques visibles, mais d'anticiper leur instrumentalisation. Relier renseignements financiers, analyse médiatique et terrain militaire devient central. Cette intégration est présentée comme la condition pour éviter que la violence ne serve à nouveau de diversion. Le quatrième levier est politique et social. La communication publique, assumée depuis le début, doit rester cohérente et vérifiable. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré est mis en avant comme garant d'une ligne claire. Pas de zone d'ombre, pas de statut protégé. La crédibilité dépend ici de la constance, plus que des discours. Enfin, un dernier levier concerne l'évaluation. Chaque étape
est censé être jugé sur des critères simples. Procédure menée à terme, flux durablement coupé, perception publique stabilisée. Cette feuille de route n'élimine pas le risque, mais elle propose une méthode. La question demeure alors ouverte. Cette méthode peut-elle s'institutionnaliser sans perdre la vigilance qui l'a rendue possible? Le récit revient à ce qui a tout déclenché sur le plan symbolique, la rupture de l'idée d'intouchabilité. Dans les quartiers, dans les administrations, dans les casernes, le choc initial n'était pas seulement politique, il était intime. Voir des figures longtemps respectées répondre de leurs actes a rappelé que l'autorité n'est jamais acquise, qu'elle dépend d'un contrat fragile entre pouvoir et société. Ce moment fait écho aux réactions observées plus tôt, lorsque la population a compris que la souveraineté ne se jouait pas uniquement sur les frontières, mais dans des lieux ordinaires, des banques, des médias, des procédures. Cette prise de conscience a laissé une trace durable. Elle n'a pas effacé les peurs, mais elle a modifié la façon de les nommer. La menace n'était plus abstraite, elle avait des mécanismes, des flux, des responsabilités. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure héroïque que comme un point de convergence. Son nom cristallise une attente collective, celle de voir la rupture assumée jusqu'au bout, sans retour discret au compromis d'hier. Cette attente est lourde, car elle porte autant d'espoir que de risques. La conclusion émotionnelle n'est donc pas un apaisement, c'est un rappel. Quand une société accepte de regarder ses propres failles, elle s'expose. Mais elle gagne aussi une chose rare, la possibilité de ne plus se mentir. C'est cette honnêteté, encore fragile, qui constitue le véritable enjeu de la séquence. À l'issue de cette analyse, l'invitation n'est pas à l'adhésion automatique ni au rejet réflexe, elle est à la vigilance active. Ce qui s'est joué dépasse un épisode conjoncturel. Cela interroge la manière dont une société accepte ou non que le pouvoir réel circule dans l'ombre des contes, des récits et des protections informelles. Observer ces mécanismes, les nommer et les discuter publiquement constitue déjà une forme de participation. Dans ce cadre, le rôle du public est discret mais décisif. Refuser les explications trop simples, distinguer faits et interprétation, et accepter la complexité sans céder à la fatigue informationnelle. Ces gestes ne demandent pas ni expertise technique ni engagement partisan. Ils exigent surtout du temps et de l'attention, deux ressources souvent négligées dans les périodes de tension. La séquence associée à Ibrahim Traoré a montré qu'un précédent pouvait être créé sans garantir qu'il s'imposera durablement. Le précédent n'est pas une fin, il est un test. Sa valeur dépendra de la mémoire collective et de la capacité à rappeler pourquoi certaines lignes ont été franchies. La question finale reste donc ouverte et elle vous concerne directement. Dans les moments décisifs, sommes-nous prêts à rester attentifs assez longtemps pour que la vigilance devienne une habitude plutôt qu'une réaction passagère?